Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire une grosse analyse pour la semaine à venir. On va regarder ce qui s'est passé dernièrement, on va regarder ce qui va probablement se passer prochainement. On va analyser les graphiques, on va regarder des articles, on va regarder des datas. Bref, je vais essayer de te montrer un maximum de choses quant à mon process de trading et puis de façon plus générale comment j'appréhende, on va dire, la semaine à venir. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo d'analyse. Donc sans plus tarder, on va regarder ça directement. Alors avant d'aller sur les graphiques, j'aime toujours faire une analyse macro. Donc une analyse globale, une analyse fondamentale de ce qui se passe en ce moment. Et tu l'as sûrement vu, ou en tout cas j'imagine que au moment où tu regardes cette vidéo, tu es au courant, mais il s'est passé un événement politique assez important ce week-end qui aura forcément un impact sur les marchés. Donc, ce que j'aime faire ici, ce que tu vois là, en fait, c'est la petite communauté privée. Si tu veux la rejoindre, le lien est dans la description, c'est complètement gratuit. Mais donc, ce que j'aime faire chaque semaine, donc c'est une grosse prévision économique, et je la publie d'ailleurs sur le groupe chaque semaine. Et donc, on va passer ça en revue ensemble. Je vais essayer de détailler chaque point en te donnant des petits tips en plus. Donc à la limite tu peux te dire oui bon vas-y je vais simplement lire ce qui est écrit, mais en réalité ça vaut quand même la peine de regarder la vidéo parce que je vais te donner des petits comme j'ai dit, des petits tips, des petits conseils en plus, des petites astuces, etc. sur comment en fait je récolte ces données là, d'où en fait me viennent, parce que tout ça il faut savoir que c'est moi qui l'écris à la main. Les liens aussi que j'ai référencés, c'est des articles à chaque fois que j'ai lu. Mais donc, bref, on attaque. Donc, l'euro s'est modestement apprécié face au dollar la semaine dernière. Donc ça, tu l'as sûrement vu. Si je me mets en weekly par exemple, bam bam bam, tu vois du coup qu'on avait un beau chandelier haussier qui est venu toucher le niveau 1,09. Donc bref, l'euro s'est apprécié la semaine dernière. Alors la raison principale pour laquelle l'euro s'est apprécié la semaine dernière, c'est qu'on a eu les données d'inflation. Donc on a eu le CPI et le PPI. Si je te montre sur le graphique, le CPI... bêtise. Donc le CPI est sorti plus ou moins à ce moment-là. Ok, donc c'est ce qui explique cette hausse-là. Enfin, je peux pas vraiment dire que c'est ce qui explique cette hausse-là, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que suite à la publication du CPI, l'euro s'est apprécié face au dollar. Et puis alors, on a eu le PPI, donc l'indice des prix à la production le lendemain, qui est sorti ici. Alors, au départ, on a eu une dépréciation. Genre, si tu regardes la réaction directe de l'euro, c'est qu'on a eu une dépréciation, mais qui a fini par être inversé. Bref, en gros, l'euro a fini à la hausse et il est passé légèrement au-dessus du niveau 1,09, plus ou moins vers 1,09 100, on va dire. Et donc, si tu regardes la semaine, et que je te mets voilà, ces indicateurs-là, non pas ça, ça. Donc, si tu regardes la semaine, elle a commencé ici, okay, où il y a la ligne bleue. Et donc, tu vois qu'on a eu deux mouvements, si je devais le simplifier le plus possible. D'abord, on a eu une baisse qui est surtout due à l'incertitude politique qu'il y a eu en France. Hein, tu le sais peut-être, mais du coup, dimanche, on a eu les élections. Le retournement de situation qu'on a eu en France a quelque peu augmenté la prime de risque, si je peux dire, sur le marché obligataire français. Et alors, on va aussi regarder, pour valoriser l'euro, l'écart, donc le spread qu'il va y avoir entre le rendement de l'obligation d'État allemande et le rendement de l'obligation d'État française. Mais bref, retiens simplement que incertitude politique égale environnement peu favorable pour l'euro. Donc l'euro s'est déprécié en début de semaine parce qu'on n'avait pas vraiment de data et donc on avait cette incertitude-là. Quand il y a de l'incertitude de façon générale, le dollar peut être utilisé comme une... comment je peux appeler ça, une valeur refuge, donc une valeur, un actif vers lequel on va se replier quand on ne sait pas ce qui se passe en ce moment. Et puis même de façon générale, donc ça c'est pour le dollar, mais d'un point de vue de l'euro, comme je l'ai dit, l'incertitude politique n'est pas un environnement favorable pour la devise européenne. Mais donc, on a eu une dépréciation de l'euro. À partir de mardi, mercredi, on a eu un retournement et l'euro a fini par s'apprécier pour plusieurs raisons. Déjà, on a eu Jérôme Powell qui a tenu un discours devant les commissions bancaires du Sénat et puis de la Chambre des représentants, si je dis bien, c'est dans le bon ordre. Et puis, on a eu forcément les données d'inflation. Alors, l'euro s'est déjà légèrement apprécié mercredi, donc si je reprends le calendrier de la semaine passée, tu vois que ici, donc voilà, on avait Jérôme Powell qui tenait un témoignage donc devant, il me semble que ça c'était le Sénat et puis la Chambre des représentants. Et globalement, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai dit que j'allais donner un peu des tips, il faut savoir que chaque année, donc Jérôme, en fait, la Banque centrale américaine est responsable devant le Congrès, si je dis pas de bêtises. Donc en bref, la Banque centrale américaine est responsable devant le gouvernement américain, si je peux le dire simplement. Ça veut dire qu'elle est indépendante, donc c'est une institution financière indépendante, mais qui doit quand même, entre guillemets, rendre des comptes. Ça veut dire prouver qu'elle fait bien son travail devant les représentants politiques des États-Unis. Et donc chaque année, 2 fois par an, Jérôme Powell, qui est le président de la Banque centrale américaine, doit venir faire un témoignage
devant ces commissions bancaires, donc le Sénat et la Chambre des représentants. Si tu t'y connais un peu en politique, tu sais que la plupart des gouvernements ont toujours sont divisés en deux chambres, et donc ces chambres, c'est genre le Sénat et la Chambre des représentants, avec la Chambre des représentants qui a généralement beaucoup plus de membres. Je crois que ça tourne autour des 100, 150. Et le Sénat, il y a un peu moins de membres, je crois qu'ils sont à peu près 60, un truc comme ça. Mais bref, ça c'est du détail, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que donc Jérôme Powell doit venir témoigner, donc tenir un discours pour expliquer un peu ce que la Fed fait. Enfin, ils le savent, mais en tout cas pour expliquer ce que la Fed a fait dernièrement, pourquoi elle a pris telle ou telle décision de politique monétaire. Et ensuite, du coup, les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat peuvent lui poser des questions, remettre un peu en question justement sa politique monétaire pour s'assurer en fait qu'elle est sur la bonne trajectoire. Donc voilà, donc ça c'est ces deux événements-là. Forcément, les investisseurs le regardent parce qu'il va donner tout un tas d'indices en fait sur la politique monétaire actuelle et future. Et donc, la réalité c'est que cette semaine, ces deux annonces-là n'ont pas fait énormément bouger les marchés. D'habitude, le marché bouge un peu plus que ça quand il y a le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell, mais comme tu le vois en fait, donc c'est dans toute cette zone-là, c'est à ce moment-là où il y a eu les deux témoignages, le prix n'a pas énormément bougé. Mais donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu le premier discours mardi à 16h, le deuxième discours mercredi à 16h, mais les investisseurs semblent avoir bien appréhendé son discours, dans le sens où les paris pour une première baisse des taux d'intérêt de la Fed, qui sont en septembre, n'ont pas diminué. Alors, si ça ne te parle pas, je vais te montrer un site tout bête. Le site, ça s'appelle, c'est un site, ça appartient au CME Group, mais donc c'est un outil en fait, c'est le FedWatch Tool, donc l'outil FedWatch, et c'est un outil qui nous permet de voir, je rentre pas dans le détail, mais qui va nous permettre de voir la probabilité qu'une baisse, un maintien ou une hausse des taux d'intérêt se produisent lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Donc ici, tu vois que tu as les dates, donc par exemple juillet, septembre, novembre, décembre, etc. Donc c'est les dates des prochaines réunions de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Okay, donc tu vois par exemple ici, il faut déjà le savoir, mais le taux d'intérêt actuel, il est dans une fourchette de 5,25 à 5,50%. Bon là c'est mis en point de base, donc c'est 525-550, mais c'est la même chose. Tu vois donc ici que la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed, c'est le 31 juillet, à la fin de ce mois-ci, le dernier jour. Et tu vois aussi que les probabilités qu'on ait un maintien des taux d'intérêt, parce que du coup c'est les taux actuels, donc la probabilité que les taux soient fixés à 525-550 points de base lors de cette réunion-là sont de 93%, 94 même. Et puis il y a une probabilité de 6% qu'on diminue les taux de 25 points de base. Donc c'est comme ça qu'il faut lire le tableau. Ce que tu vois ici, et c'est comme ça depuis quelques semaines, c'est que, si je devais le dire en français, quand est-ce que la Fed va potentiellement baisser ses taux d'intérêt? Donc ça c'est la question qu'on se pose. Tu vois ici qu'il y a une forte probabilité, ils le mettent en bleu en fait, il y a une forte probabilité pour qu'elle réduise ses taux de 25 points lors de la réunion de septembre. Et il faut savoir que au début de cette semaine-ci, donc ici là quand on était à la ligne bleue, cette probabilité elle était à peu près de 75%. Là, tu vois qu'elle est de presque 100%. Je vais expliquer pourquoi les paris pour une baisse des taux à ce moment-là ont augmenté, mais dis-toi simplement donc que depuis quelques semaines, dans la tête des investisseurs, compte tenu des développements macro qu'il y a aux États-Unis, la Fed pourrait commencer son cycle d'assouplissement monétaire en septembre. Okay, et donc pour revenir au discours de Powell, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que ces paris pour une baisse des taux sont restés plus ou moins inchangés. Ça veut dire qu'il n'y a ni eu un renforcement des paris, donc monter jusqu'à 100% et c'est pas arrivé à ce moment-là, c'est pas arrivé mardi et mercredi, et il n'y a pas non plus eu un recul des anticipations à la suite de son discours. Donc globalement ça n'a pas eu un grand impact, mais juste ce qu'on observe du coup c'est que le prix a commencé à se retourner vers mardi soir à mercredi. Okay, bref, pour revenir sur l'inflation, donc on a eu les données CPI. Alors si je te montre juste le rapport, je sais pas si c'est ce dont je parle, ouais je parlerai de ça après, mais donc si je regarde juste le rapport CPI, donc tu vois qu'au niveau des datas, la colonne du milieu, donc c'est les attentes des investisseurs, enfin ça je pense que tu le sais, j'ai pas besoin de te décortiquer ça, mais donc voilà, le chiffre précédent, elle était de 3,3%, donc l'inflation aux États-Unis au mois de mai était à 3,3%, okay, on a eu un ralentissement à 3%, ce qui est un peu plus que prévu, mais surtout ce qui a étonné les marchés, c'est qu'on s'attendait à un chiffre stable sur un mois, et le chiffre de base, une légère hausse à 0,2%, et on a eu un recul, c'est-à-dire que l'inflation a ralenti, pas simplement par rapport à son niveau précédent, mais elle a littéralement reculé. Donc on a eu un ralentissement de l'inflation de moins 0,1%.
et alors une légère appréciation de l'inflation de 0,1%. Pour te donner une valeur de référence, quand la Fed dit, tu l'as sûrement déjà entendu, mais donc quand la Banque centrale américaine dit que son objectif d'inflation, sa cible, est de 2%, ça veut dire qu'elle aimerait que l'inflation atteigne 2%. Alors est-ce que c'est cette inflation-ci? Pas vraiment. En fait, la mesure qu'elle utilise pour évaluer ce fameux 2%, c'est l'indice PCE qui sort à la fin du mois, ici. Ok, dernièrement, bon je ne l'ai pas ici puisque c'est le calendrier de juillet, mais du coup la mesure qu'elle utilise c'est le PCE. Mais peu importe, retiens simplement que sur un mois, donc sur un mois ça veut dire que, donc là tu as la mesure annuelle, ok, si l'inflation restait comme ça pendant un an ce serait ça, et tu as la mesure sur un mois. Donc d'un mois sur l'autre, entre le mois de mai et le mois de juin, on a eu un recul de l'inflation de 0,1%, c'est ça que ça veut dire. Et comme valeur de référence, la Fed aimerait voir une évolution de l'inflation de 0,2% en rythme mensuel. Okay, donc tu vois que c'est une bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle ne veut pas nécessairement dire que c'est bon pour le dollar. Ici, tu vois que je l'ai mis en rouge, enfin, n'importe quel site n'importe quel calendrier économique l'aurait mis en rouge. C'est en rouge parce que c'est baissier pour le dollar. Pourquoi? Parce que si l'inflation ralentit plus que prévu, donc autrement dit, si peut-être si on va dire la Fed tend vers sa cible d'inflation de 2%, plus rapidement. C'est une bonne chose pour la politique monétaire dans le sens où ça va permettre à la Fed de diminuer ses taux d'intérêt plus tôt que ce qui était prévu avant. Donc avant la publication, je te l'ai dit tantôt, mais on avait une probabilité d'à peu près 75% d'observer une baisse des taux d'intérêt en septembre. Et là, tu vois que cette probabilité, elle est à 98%. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un renforcement des paris pour une baisse des taux en septembre, et c'est essentiellement dû justement à ces progrès sur l'inflation qui sont une bonne chose. J'ai mis une image pour te montrer un peu, et c'est intéressant de regarder véritablement la dynamique de l'inflation. Je suis d'ailleurs en train de me repencher dans les rapports. Tu le sais peut-être, mais tous les indicateurs économiques, donc les chiffres que tu vois par exemple sur Forex Factory, je vais te le montrer, mais tous les chiffres que tu vas voir ici, okay, toutes ces datas-là, en fait, elles viennent d'institutions ou quoi qui vont publier des rapports, et c'est dans ces rapports qu'on va trouver les datas. Donc par exemple, cette semaine-là, on avait le rapport CPI, je crois qu'il est publié par le BLS, le Bureau of Labor Statistics, et la réalité c'est que beaucoup de gens s'arrêtent là, donc oh tiens, 0,1%, 0,2%, enfin chouette, mais ces données-là, en fait, sont extraites du rapport. Et donc, tu peux t'amuser, quand tu cliques là, tu vas dans Latest Release, à aller voir le rapport complet. Alors là, c'est la page qui résume, mais tu as déjà les informations qu'il faut. Ce que j'aime faire, c'est descendre en bas et prendre le PDF. Et donc ça, c'est le véritable, tu vois, qui fait 38 pages. Ça, c'est le rapport d'inflation de juin 2024 pour les États-Unis. Et les chiffres que tu vois là, hop, ici, sont extraits de ce rapport-là. Donc pour te donner le détail, tu te souviens, enfin je vais prendre mon calendrier à moi, donc 3%, moins 0,1 et 0,1%, soit tu peux le lire ici en français, ou bien tu peux directement regarder les données. Et donc ici, tu as l'évolution sur un mois, tu vois qu'on a eu moins 0,1%. Ici, tu as l'évolution sur un an, donc tu vois ici qu'on est à 3%. Ok, donc c'est les chiffres qu'on a là, 3% sur un an, moins 0,1% sur un mois. Puis après, si tu continues et que tu regardes le détail, ce chiffre-là, donc le Core CPI, en réalité, c'est l'inflation, c'est une mesure plus restreinte, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de l'inflation qui va exclure en fait les prix de choses comme les produits alimentaires et les prix de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs qui ont tendance à être très volatiles et qui ne dépendent pas directement de la politique monétaire. Tu le sais peut-être, mais pour ce qui est de les prix de l'alimentaire, de tous les produits alimentaires, ça va fortement dépendre de l'offre et de la demande. Enfin, c'est le cas de tous les prix de n'importe quel marché, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'alimentaire particulièrement peut dépendre par exemple des conditions météorologiques, du lieu dans lequel, je sais pas moi, on va faire pousser telle ou telle chose. Ça peut aussi dépendre des accords commerciaux entre les pays, des frais de transport, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas vraiment en lien avec la politique monétaire, mais plutôt avec la politique tout court et avec le climat. Et tu peux pas vraiment contrôler ça. Pour ce qui est de l'énergie, même chose. Généralement, les prix de l'énergie vont fortement être influencés par l'offre. Parce que tu le sais peut-être, mais c'est l'OPEC. C'est l'OPEC, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui dirige la production de pétrole mondiale. Bon, je vulgarise, mais disons simplement que donc tu as ce cartel, entre guillemets, qui du coup va décider de la quantité de pétrole qui va être produite et de l'offre de pétrole, donc, et aussi des prix, etc. Et donc, si maintenant
enfin du coup en français c'est l'OPEP, mais en anglais c'est OPEC, OPEC. Si maintenant l'OPEC décide de diminuer l'offre de pétrole, ça va faire augmenter les prix. Et inversement, si elle choisit d'augmenter l'offre de pétrole, ça va faire diminuer les prix du pétrole. Mais donc ces choses-là, que la Fed augmente ses taux d'intérêt, les diminue, les maintienne, ça change rien. C'est eux qui décident de ce qu'ils font avec les prix du pétrole. Donc voilà. Et donc retiens simplement que pour avoir une mesure plus, non pas fiable de l'inflation, parce que toi comme moi on paye aussi pour la nourriture et l'énergie, donc c'est des prix qui nous touchent tous les jours. Mais pour avoir une mesure plus, une mesure avec laquelle on va pouvoir travailler, avec laquelle la Fed va pouvoir travailler sur l'inflation, donc son boulot de politique monétaire, elle va avoir tendance à utiliser donc cette mesure-là. Donc c'est tous les items, tous les objets, moins, enfin en gros c'est les prix moins les prix. Tous les objets, moins les prix de la nourriture et l'énergie. Et tu vois ici donc sur un mois, on a eu une progression de 0,1%. C'est ce que tu observes ici, donc le core CPI qui a augmenté de 0,1%. Et de 0,2% le mois dernier, donc si tu regardes, tu vois que le mois dernier, on était à 0,2%. Et sur un an, on est à 3,3%. Okay, mais donc ça, c'est la réalité, c'est que les chiffres, en fait, viennent pas de nulle part, ils viennent d'un rapport exact. Puis alors après, tu peux descendre et t'amuser à regarder le détail. Bon, personne fait ça. Enfin, si, il y a des gens qui le font, mais toi, tu es trader avant d'être analyste, donc en soi, ça t'intéresse pas nécessairement. Mais si tu veux commencer à t'amuser à rentrer dans le détail, et en vrai, je peux le faire là maintenant, mais donc tu vois que d'un mois sur l'autre, donc entre mai et juin, ça, c'est la variation des prix sur un mois, donc la dernière colonne. Et alors, tu peux t'amuser à regarder un peu. Donc, tu vois la nourriture, par exemple, a augmenté de 0,2%, chouette. Au niveau de l'énergie, ça peut être intéressant de voir quelle énergie a augmenté. Donc, tu vois que les services, liés à l'énergie, donc le coût des services liés à l'énergie, ont diminué de 0,1%. De 0,2%, de 0,7% ces 3 derniers mois. Donc ça c'est intéressant. Tu peux aussi regarder le prix du pétrole. Et tu vois du coup qu'on a eu 2 mois d'affilée où les prix de l'énergie ont significativement diminué. Enfin tu le vois ici en fait. Moins 2%, 2 mois d'affilée. Sachant que l'énergie constitue quand même une bonne grosse partie. Une bonne partie en fait du CPI, si je dis pas de bêtises, donc tu vois ici que c'est quand même 7%, donc forcément un recul des prix de l'énergie va avoir un impact sur le CPI global. Ou bien après tu peux aussi regarder donc dans tous les objets moins la nourriture et l'énergie, donc ça on l'a déjà regardé, mais tu peux regarder le détail. Alors ce qui est intéressant à regarder souvent c'est par exemple les ventes de véhicules, particulièrement les véhicules d'occasion. Tu peux aussi regarder les services, parce que la Fed se concentre particulièrement sur les services. Pourquoi ? Parce que alors je saurais pas te le montrer. Ah si, je sais comment je vais te montrer ça. Bon, je vais te le montrer pour je vais te le montrer pour la BCE, mais la dynamique d'inflation des États-Unis et de l'Europe est plus ou moins la même. Donc j'ai regardé un peu les conférences ici, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, si tu veux apprendre plus de choses sur la macroéconomie et la politique monétaire, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un forum, donc c'est juste une grosse réunion où il y a plein d'acteurs du monde politique, de la politique monétaire qui se réunissent. Mais donc, si tu veux apprendre plus de choses sur la politique monétaire, etc., c'est intéressant en fait de pas juste écouter le discours de Christine Lagarde pour voir si ça va impacter les marchés, mais même simplement de regarder les sujets de discussion dont il parle. Bref, mais donc du coup, moi j'avais regardé cette conférence-là, où il parlait du coup de ce qui a provoqué l'inflation dans la zone euro, et donc j'ai lu tout le rapport. Et globalement, pour ceux que ça intéresse, l'inflation, enfin selon leurs conclusions, l'inflation a essentiellement été liée à un choc de demande, alors que souvent on pense que c'est lié à un choc d'offre, mais en réalité c'était lié à un choc de demande. Bref, je passe le détail. Ce que je voulais expliquer, c'est que ils avaient mis un graphe, c'est pas ça, on va y arriver. Je vais le retrouver, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ici tu vois que tu as le PIB, voilà, tu as le CPI, voilà, c'est ça que je voulais. Ah ben ils ont mis pour les États-Unis, c'est chouette. Mais donc tu vois que donc en orange tu as la demande, et en vert tu as l'offre, c'est pas ça que je voulais te montrer non plus. Je cherche en fait un graphe qui détaille les services et l'énergie. Je ne l'ai pas. Ah mais au pire, attends. Ouais voilà, j'ai ce graphique là, c'est bon. Voilà, donc simplement ici tu vois que tu as donc ici c'est l'inflation core, donc c'est l'inflation de base qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation. Ok, et tu vois du coup la variation de l'inflation
et également le détail avec les mesures. Donc tu vois qu'en gris c'est la composante logement, ensuite tu as les services qui excluent le logement, donc le reste des services, et puis après tu as la nourriture, les biens à l'exclusion de la nourriture et de l'énergie. Donc si c'est pas assez clair pour toi, retiens simplement que en bleu mauve, tu as les biens, et en orange tu as les services, ok, oublie le logement. Tu vois en fait que ces derniers mois, donc les 3 derniers mois ici, on avait l'inflation sur les services qui était toujours plutôt élevé, qui en tout cas jouait un rôle important dans la hausse de l'inflation aux États-Unis. Et puis tu vois que ces derniers temps, qu'est-ce qu'on observe? Non seulement on a eu un ralentissement des services, ça veut dire que les services sont littéralement ralentis, tu le vois ici, on est sous la barre des zéros, et aussi la composante logement qui constitue, en tout cas qui a pas mal joué un rôle dans la poussée, la montée de l'inflation sur les mois ici, je sais pas exactement c'est lesquels, mais bref. Tu vois que l'inflation dans le logement, et ça on peut le voir, enfin je te le montrerai après, mais retiens simplement l'inflation dans le logement, dans le secteur du logement, a considérablement diminué. Et c'est ce qui a permis au CPI en fait de diminuer. Si je te montre, en fait c'est ici, c'est dans les services moins les services liés à l'énergie, donc tu as le logement, et donc par exemple tu as les rent of private, donc les loyers des résidences principales, et puis alors tu as le loyer équivalent des propriétaires, bon ça je ne veux pas détailler ce que c'est, mais bref, dis-toi simplement que la composante logement, tu vois qu'elle était à 0,4, et puis qu'en juin, elle est descendue à 0,2%. Donc forcément, ça va faire diminuer le chiffre global de l'inflation, enfin particulièrement du coup le chiffre core CPI. Bref, je rentre un peu trop dans les détails, donc je vais arrêter de m'éloigner. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait avec les graphiques, ici, l'inflation a ralenti plus que prévu aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle parce que ça permettra peut-être à la Fed de baisser ses taux d'intérêt en septembre, enfin probablement de baisser ses taux d'intérêt en septembre. Et donc, forcément, si la Fed adopte une politique monétaire accommodante, donc une politique, on va dire, dovish, ok, ça va être bearish, donc baissier pour le dollar. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Fed diminue les taux d'intérêt, on va dire que les rendements des investissements liblés en dollars sont moins intéressants. Donc il va y avoir moins de personnes qui vont chercher à... Parce que imagine tu es un investisseur étranger, ce qui est le cas du coup, enfin étranger dans le sens où tu es extérieur aux États-Unis. Si tu veux investir aux États-Unis, ok, je sais pas si je peux... Ouais, on va écrire. Si tu veux investir aux États-Unis, tu vas devoir en fait convertir ta monnaie, donc pour toi c'est de l'euro, en dollars. Donc forcément, tu vas augmenter la demande de dollars, parce que tu vas acheter du dollar. Si on veut parler en termes forex, tu vas acheter du dollar. Ok. Si maintenant, oups, pardon, je fais des bêtises. Si maintenant les taux d'intérêt diminuent aux États-Unis, les taux du marché vont aussi diminuer, forcément. Et donc tous les investissements liblés en dollars, ok, vont avoir un rendement moins intéressant. Formulé autrement, en tant qu'investisseur étranger, tu vas être moins intéressé d'investir aux États-Unis que peut-être ailleurs, dans un autre pays ou sur un autre marché, des autres actifs, etc. Et donc, à ce moment-là, la demande de dollars va diminuer. Et c'est la même chose pour les investisseurs locaux. Ça peut être les investisseurs étrangers, mais c'est aussi les investisseurs nationaux. Donc la demande de dollars diminue et donc le dollar diminue. Bon, ici, du coup, ça se traduit par une hausse de l'euro, parce que c'est l'euro face au dollar, mais donc ça, c'est un peu la logique derrière le « mais tiens, pourquoi une baisse des taux d'intérêt est mauvaise pour le dollar ?» Comme ça, tu comprends un peu mieux les dynamiques. Mais donc, ralentissement plus important que prévu de l'inflation, hausse de l'euro qui vient effleurer le niveau 1,09 $, et puis après, il s'est un peu déprécié, pour ensuite se réapprécier à nouveau après le PPI. Alors, j'aimerais juste me pencher un petit peu plus sur le PPI. Donc le PPI, c'est le Producer Price Index, c'est l'indice des prix à la production. C'est un peu contre-intuitif parce que si quelqu'un, et c'est pour ça que je déplore un petit peu les personnes qui ne font pas ce travail d'analyse un peu plus poussé pour vraiment comprendre ce qui va faire bouger les marchés. Bon, si tu es un trader de très court terme, tu fais du scalping ou de l'intraday, tu peux à la limite négliger l'analyse fondamentale. Mais si ton temps de détention moyen d'une position est supérieur à 1 jour, donc théoriquement tu fais du swing, il faut que tu t'intéresses à l'analyse fondamentale. Et même si tu fais de l'intraday, je pense que ça peut être intéressant pour une personne. Donc même si tu ouvres une position le matin et tu la fermes le soir ou quoi, ça peut quand même être intéressant de t'intéresser à l'analyse fondamentale, je pense. Ça peut, c'est pas obligatoire, mais ça peut. Si tu fais du swing d'office, tu dois t'intéresser à l'analyse fondamentale, mais si tu fais de l'intraday, tu peux le considérer. Si tu fais du scalping, ça sert à rien. Bref. Mais donc ici, je vais me mettre dans la tête d'un débutant. Le débutant, il voit quoi? Tiens, le PPI, donc indice des prix à la production, sort plus élevé que prévu par rapport aux attentes, et il y a une révision à la hausse du chiffre pour mai. C'est en vert, et ça c'est un peu la logique des calendriers économiques, hein, tu vois, il y a toujours du vert ou du rouge, c'est en vert, donc ça veut dire que c'est haussier pour la devise en question. Donc si tu regardes ici le PPI, c'est en vert, et c'est quoi la devise en question? C'est le US dollar, c'est le USD.
Donc théoriquement, c'est haussier pour le dollar. Et ce que tu observes sur les graphes, je peux même me mettre sur 1 heure, ce que tu observes sur les graphes, c'est que la data est sortie ici. Donc on a eu une grosse mèche à la baisse de une quinzaine de pips. Et puis le prix a continué à la hausse jusqu'à la fermeture de Londres vers 17-18 heures. Okay. Et il a même dépassé le précédent plus haut, donc il est venu aux alentours de 1,0910. Okay. Mais donc, c'est un peu contre-intuitif, parce que si maintenant, en tout bon débutant que je suis, je me dis, bah attends, c'est sorti plus fort que prévu, et même si je lis ici, ok, si je voulais lire, pardon, voilà, effet habituel sur les marchés, ben, en temps normal, quand le chiffre actuel, donc celui-ci, est plus grand que le chiffre forecast, donc c'est celui du milieu, ben, c'est bon pour la devise. C'est censé être bullish, c'est censé faire s'apprécier le dollar. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir d'où viennent les données et de savoir analyser le détail. Parce que si maintenant, voilà, si maintenant tu regardes, je vais le trouver, voilà, si tu regardes le détail, ok, la réalité c'est que même si l'indice des prix à la production a augmenté de 0,2%. Ben 0,2% c'est pas si mal, c'est pas si mauvais pour atteindre la cible d'inflation de la Fed. Et si tu regardes aussi, de nouveau avec la même logique que le CPI, pour le PPI on va avoir tendance à exclure les produits alimentaires, l'énergie et tout ce qui va être lié au commerce. Parce que c'est des composantes volatiles. Okay, tout ce qui est lié au commerce, ça va dépendre de ce qu'on appelle les tariffs, donc c'est les taxes à l'importation et à l'exportation, etc. Et donc ça va être très volatile et on va avoir tendance à l'enlever. Et donc si tu regardes ici, tu vois que la demande finale, c'est comme ça qu'on l'appelle en fait. Le PPI a changé en je crois 2012, 13 ou 14. Avant en fait tu avais les biens bruts, enfin genre les matières premières, les biens intermédiaires et les biens finis. Maintenant ils ont intégré pas mal de services aussi. Et ils ont aussi intégré le commerce, ce qui n'était pas le cas. Enfin ça c'est pour la petite note historique par rapport au PPI. Mais bref, donc tu vois que de nouveau, ce qu'on pourrait appeler le core PPI a augmenté de 0,0%. Alors toi, tu vas me dire, oui, mais non, attends. Ici, il est mis que le core PPI a augmenté de 0,4%. C'est beaucoup. Sauf que ça, c'est la mesure de base du PPI, mais pas celle qui exclut le commerce aussi. Tu remarques ici, change in the price of finished goods and services, et tu vois qu'ils excluent seulement la nourriture et l'énergie. Donc, ils n'excluent pas le trade. Donc, c'est pour ça que, si tu regardes là, tu as 0,0 et pas 0,4. Si tu veux avoir la mesure exacte, de nouveau tu vas prendre la version complète et tu remarqueras en fait que si tu descends dans les tableaux, je crois que c'est le tableau 1, hop, on va y arriver, si tu descends dans les tableaux, et donc bon je trouve que le PPI est plus dur à lire que le CPI, mais donc je vais directement aller à la bonne ligne, c'est que donc tu as la demande finale, ok, tu as la demande finale moins les biens de enfin less food and energy, ok, donc ici c'est 0, 0, 0, enfin 0, 0, pardon, non, je dis des bêtises, là c'est la demande finale de biens. Tu dois descendre plus bas, et c'est les groupes spéciaux, et bah, il suffit de lire, donc on va le trouver, voilà, il est ici, demande finale moins la nourriture et l'énergie. Et si je vais tout à droite dans la ligne, tu vois du coup que de mai à juin, la demande finale moins les prix de la nourriture et de l'énergie a augmenté de 0,4%. Mais bon, dans ce cas-ci, comme je te l'ai dit, on pourrait se dire, ah mais mon Dieu, ça a beaucoup augmenté, mais en réalité, tu te rends compte que ça a augmenté peut-être parce que le commerce était élevé, les prix de tout ce qui était lié au commerce. Et donc en réalité, ben, le PPI est resté inchangé sur un mois. Donc ici, c'est pas vraiment 0,4. Enfin, c'est à 0,4 pour le core PPI. Mais si tu prends le super core PPI, t'es à 0,0%. Donc ça, déjà, c'est une première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle aussi, c'est quand tu regardes le sentiment des consommateurs. Donc ça, c'est une enquête qui est faite par l'Université du Michigan. Où elle pose tout un tas de questions aux consommateurs en fait, et après donc elle te sort un indice composite, ok, qui est, je sais pas c'est quoi la moyenne historique, ouais je sais pas c'est quoi la moyenne historique, mais donc tu vois que tu as un indice en fait sur le sentiment des consommateurs au fil du temps. Par exemple, je sais pas, si je prends tu vois le Covid par exemple, le sentiment des consommateurs c'est complètement chuté. Okay. Mais donc voilà, et tu vois ici que le sentiment des consommateurs se détériore un peu, mais c'est pas ça qui nous intéresse tant, c'est son sous-indice. Donc dans l'enquête, il y a un indice, ou en tout cas, l'Université du Michigan mesure les attentes en matière d'inflation des consommateurs à court terme et à long terme. Je crois que c'est sur 1 an et sur 5 ans. Et tu remarques ici que
on est passé de 3% le mois passé à 2,9%. Ça veut dire que les attentes à long terme en matière d'inflation diminuent. Je te passe le détail du cours d'économie, mais globalement, quand les attentes en matière d'inflation diminuent, c'est une bonne chose pour l'inflation elle-même, parce qu'il va y avoir tout un tas d'effets qui vont en découler. Et donc, c'est globalement... en fait, ça va dans le même sens que le CPI, ok. C'est une nouvelle qui est aussi rouge, si on voulait, ok. Mais donc, si maintenant tu prends ça en compte, donc le fait que oui, on a 0,2% au lieu de 0,1% sur un mois, et donc c'est plus élevé que prévu, la réalité c'est que 0,2% c'est pas trop élevé comme inflation, et ici 0,4% c'est vrai que c'est ce qu'on a pour le core PPI, mais si tu prends en compte la composante commerce, en réalité l'inflation l'inflation au niveau des prix à la production était inchangée. Elle n'a pas bougé, donc c'est une bonne chose. Et puis alors, tu as les attentes en matière d'inflation. J'aimerais juste faire une mini parenthèse par rapport au PPI, mais sur un an, parce que tu vois qu'il n'est pas là. Il faut savoir, on va aller le rechercher, je vais aller dans Countries, United States. Il faut savoir que... attends, je vais d'abord prendre les prix à la production, donc Price, Producer Price, voilà, ici, sur un an. Il faut savoir que même si... Et là, c'est un peu contre-intuitif parce que, regarde, là, tu te dis, l'inflation au niveau de la production est en train d'augmenter. Ça augmente, c'est inquiétant parce que, tu le sais peut-être, mais les prix à la production, chez les grossistes, si je peux dire ça comme ça, peuvent être répercutés sur les prix à la consommation. Ça veut dire que, imaginons tu as un magasin et tu vends, je sais pas moi, tu vends des chaises aux particuliers, tu as un super petit magasin local de chaises, tu vas acheter tes chaises en gros, tu vas pas aller faire les magasins pour acheter tes chaises, non, tu vas passer commande chez des producteurs, tu vas commander 1000 chaises et puis tu vas les vendre aux consommateurs, aux particuliers. Et donc généralement, si maintenant le prix de tes chaises que tu vas acheter chez ton grossiste, il augmente, tu vas avoir tendance à le répercuter sur le consommateur. C'est pas toi qui vas supporter la charge de la hausse des prix, généralement tu vas le reporter sur le client, donc tu vas augmenter tes prix de vente. Donc on pourrait se dire quelque part que là c'est inquiétant parce que l'inflation repart à la hausse depuis janvier. Ok, enfin on l'avait déjà observé dans le CPI, mais ça continue. Si je te mets, ça peut être intéressant, United States Inflation Rate, tu remarques que y a en fait, là où ça se suit généralement, il y a une décorrélation entre les deux. Là où le PPI continue d'augmenter, le CPI diminue. Okay, mais quelque part, à court terme, ça peut être inquiétant, et on pourrait observer une résurgence des prix au niveau du CPI, mais la réalité, c'est que si tu regardes sur le long terme, les deux ont tendance à se suivre. Donc même si par moment il y a une décorrélation entre les deux, par exemple ici, tu vois que le CPI continuait d'augmenter alors que le PPI était stable. Autre exemple ici, tu vois que le CPI ralentissait mais le PPI continuait à augmenter. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une corrélation, mais elle n'est pas parfaite. Et que ça peut arriver des moments où il y a on va dire je sais pas comment appeler ça, une divergence entre les deux. Les deux prennent des chemins opposés. Maintenant la question c'est, est-ce que l'indice des prix à la production va finir par ralentir et revenir vers le CPI, ou est-ce que le CPI va partir à l'eau? Ça sera la grande question. Mais de façon générale, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le simple fait que les deux soient corrélés dans le temps, pas d'un mois sur l'autre, mais à long terme, fait que on peut être, on va dire, rassuré, même si les chiffres de l'indice des prix à la production sont sortis plus élevés que prévu, ceux de l'indice des prix à la consommation est plus faible que prévu, donc c'est une bonne nouvelle pour la Fed. Et puis de toute façon, je te l'ai dit, la publication de ces données-là a renforcé les paris pour une première baisse des taux de la Fed en septembre. Okay, donc c'est baissier pour le dollar, parce que c'est considéré comme dovish d'un point de vue de la politique monétaire. Dernière chose, juste avant de changer de sujet, si tu regardes le PPI, mais sur un mois, je sais pas si je vais le trouver. On va revenir dans Countries, United States Price, Producer Price Change, ça sur un an. Producer Price, voilà. Si je reprends ça et que je prends aussi l'inflation sur un mois, même chose ici en fait. Tu remarques que, donc ça, ce que j'ai affiché, donc c'est le CPI sur un mois et le PPI sur un mois. Tu remarques que les deux ont tendance à se suivre généralement, et qu'il peut y avoir de nouveau des divergences à certains moments, ou alors un décalage dans le temps. Mais globalement, tu vois que les deux se suivent dans le temps. Bref, j'arrête avec ça. Ça, c'est ce qui explique la hausse du coup de la semaine dernière, globalement, si on veut. Ok, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de parler de ce qui va se passer. Donc je vais reprendre ma petite note, ok.
Samedi, on a eu un événement politique assez dramatique dans le sens où, je te le dis simplement, Donald Trump a reçu une balle dans l'oreille lors d'un meeting de campagne. Donc il y a eu une tentative d'assassinat sur le président, pas le président du coup, mais un homme politique américain important et qui se présente à la présidence pour novembre. Mais donc, c'est quoi l'impact sur les marchés? C'est très intéressant. Donc la réalité, bon c'est un peu mindfuck, mais c'est que le fait qu'il y ait une tentative d'assassinat sur Donald Trump augmente ses chances de gagner les élections aux États-Unis qui arrivent. Il faut savoir que avant cet incident, les marchés avaient déjà réagi à la perspective d'une présidence sous Trump en poussant le dollar à la hausse. Pourquoi ? Parce que si Donald Trump gagne les élections, ce qui peut se passer, et je crois que je l'avais noté, mais c'est que il y ait une politique commerciale plus, on va dire, agressive, donc une augmentation des taxes, des tariffs par exemple, plus de fermeture, plus de, comment on dit, enfin qu'il impose plus de taxes aux pays du coup exportateurs, donc plus de taxes à l'importation vis-à-vis des États-Unis. Et donc c'est quelque part inflationniste, parce que si maintenant c'est plus cher d'importer des biens aux États-Unis, il va bien falloir répercuter le prix quelque part. Donc c'est inflationniste. Changement climatique, on s'en fout. Voilà, aussi par rapport à l'impôt et par rapport au budget national en fait. Disons simplement, vraiment bon c'est pas un truc de politique ici, mais disons simplement que le programme de Donald Trump risquerait d'augmenter les dépenses de l'État. Et donc, et je crois que je l'ai écrit ici, voilà, ça pourrait augmenter en fait le déficit budgétaire des États-Unis. Un déficit budgétaire plus grand, c'est pas nécessairement une bonne chose, parce que à ce moment-là, en fait, tu vas observer une vente, non pas massive, mais une vente dans les obligations de l'État. Parce que du coup, tu as un État en déficit budgétaire, tu vois, t'as pas nécessairement envie d'investir dans un État qui est en déficit. Donc généralement, il va y avoir de la vente sur les obligations de l'État, les bons du Trésor, etc. américain. Ce que ça va provoquer, bien, tu le sais peut-être, mais les obligations et les rendements obligataires bougent dans des directions opposées. Ça veut dire que si maintenant le prix d'une obligation augmente, le rendement de cette obligation diminue. Je te passe le détail de pourquoi. Si tu peux d'ailleurs simplement te renseigner, tu tapes prix et rendement obligation, et il y aura sûrement des chouettes pages qui vont t'expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais donc si maintenant, là je t'ai dit qu'il n'y aurait pas du coup une hausse des prix de l'obligation, mais une baisse de la vente sur les obligations. Donc ça fera augmenter les rendements. Et puis tu le sais peut-être, mais le dollar et les rendements américains sont corrélés. Si tu veux que je te le montre carrément, si tu prends un graphique du dollar, on va se mettre par exemple en daily, en daily, je vais même me mettre en ligne, on va enlever tout ça, ça ne nous sert à rien, et que tu mets par-dessus, par exemple, le rendement de l'obligation américaine à 10 ans, ok, et on va mettre une nouvelle échelle de prix, tu vois que les deux ont tendance à bouger plus ou moins pareil. Il y a des décorrélations parfois, c'est le cas ici notamment, ok, en juin, et c'est probablement dû à toute l'incertitude politique qu'on a eue en France et avec les élections, et puis aussi le début des campagnes électorales aux États-Unis, mais que globalement, ici tu le vois, hein, la corrélation a reprise, et donc les deux bougent dans la même direction. Mais donc il y a une corrélation entre les deux. S'il y a une corrélation entre les deux, ça veut dire que si les rendements augmentent aux États-Unis, donc le rendement, donc le US10Y, c'est pour dire US 10 years, oui, 10 years, mais c'est le yield, le rendement en fait de l'obligation. Donc yield, ça veut dire rendement, c'est le rendement de l'obligation d'État américaine à 10 ans. Il y a aussi celui à 2 ans, enfin bref, c'est pas le sujet. Et donc retiens simplement qu'il y a une corrélation entre les deux, et donc que si les rendements augmentent, le dollar forcément augmentera. Donc tout ce que je viens d'expliquer, bon c'est du détail, mais c'est ce qui expliquerait pourquoi les investisseurs, les gros investisseurs, ont tendance à se positionner long, donc à l'achat sur le dollar, dans le cas où Trump gagnerait les élections. Et puis il y a deux positionnements. Il y a le positionnement avant l'élection, donc un peu le buy the rumor, tu vois. Les investisseurs vont acheter déjà du dollar en anticipation d'une victoire de Donald Trump aux élections. Et puis alors il y a le sell the news, donc là il y a la réaction qui va suivre la nouvelle au moment où on saura qui a gagné les élections. À ce moment-là, on aura aussi une réaction. Alors, je continue. Aussi, ce qui est important à dire, c'est que Joe Biden, du fait de son âge et puis pour tout un tas d'autres raisons, il est confronté à des doutes croissants de la part de à la fois ceux qui financent sa campagne, les partisans aussi, et puis même ses collègues démocrates, quant à sa capacité non seulement à battre Trump,
parce que c'est pas non plus n'importe quel personnage, mais aussi à faire face aux exigences de son poste, puisque avec l'âge, ben forcément, tu peux avoir des problèmes de santé, etc. Donc ça ne joue pas en sa faveur pour gagner les élections. Donc déjà, donc si tu prends en compte ça, le fait que Joe Biden ait un peu d'opposition, et le fait que Trump, du coup, ait été victime d'une, en tout cas potentiellement, une tentative d'assassinat. Bon, il y a une enquête en cours, mais voilà. Ben, ça renforce les chances, en fait, pour que Trump gagne les élections. Et si Trump gagne les élections, je te l'ai dit, donc c'est bon pour le dollar. Enfin, je sais pas si le mot bon est approprié, mais en tout cas, c'est haussier pour le dollar. Bref, ça, c'est pour les développements politiques. Donc déjà, rien que ça, comme ça s'est passé samedi, donc ce week-end, on pourrait observer de la vente sur l'euro ou de l'achat de dollars à l'ouverture des marchés. C'est une possibilité. On verra un dimanche soir à 22h. Ou lundi matin, si tu regardes pas les marchés le dimanche soir, mais voilà. Outre la politique, ok, c'est cool la politique, mais c'est souvent un sujet un peu chiant, je l'accorde. Au niveau du trading pur, donc qu'est-ce qu'on a la semaine qui vient? On a la BCE, enfin je vais prendre le calendrier directement. Donc on a la réunion de politique monétaire de la BCE ici, qui devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés à 4,25%. On a aussi du coup Jérôme Powell qui va retenir un discours lundi. Ça va être très intéressant parce que, comme je te l'ai dit, il a déjà témoigné devant les commissions bancaires du Sénat et de la Chambre des représentants, sauf que c'était avant la publication du CPI. Donc là maintenant, là où il disait des choses comme, je vais te reprendre les phrases, mais voilà, les données récentes sur l'inflation ont montré de nouveaux progrès, d'autres bonnes données renforceraient notre confiance dans le fait que l'inflation se rapproche de 2%, ok, une réduction du taux d'intérêt n'est pas appropriée pour le moment tant que la Fed n'est pas plus confiante, mais donc ça, c'est ce qu'il disait avant l'application du CPI. Avec les données CPI, ben, c'est censé renforcer sa confiance. Ce qu'on pourrait observer lundi, c'est qu'il va dans ce sens-là, il encourage, ou en tout cas, il souligne ou il soulève les progrès qui ont été faits sur l'inflation dernièrement. Ce qui serait, du coup, théoriquement baissier pour le dollar. Et donc tu vois que tu as ces forces un peu en opposition, tu as l'incertitude politique, okay, avec ce qui s'est passé ce week-end, et puis potentiellement un discours de Powell qui sera dovish, et donc baissier pour le dollar. Mais je pense, en tout cas pour ma part, que l'indice qui l'emportera, en tout cas à l'ouverture des marchés, c'est une hausse du dollar, parce qu'il y a ces développements politiques, ces tensions, cette violence politique. Et puis après, peut-être que l'après-midi, l'indice manufacturier Empire State et où le discours de Powell reprendra le dessus, ou peut-être que le dollar continuera à s'apprécier, donc soutenu par ces trucs politiques, jusqu'à la publication d'une autre donnée clé. Donc mardi, on a les ventes au détail. Alors les ventes au détail, je vais pas rentrer dans le détail justement, mais disons simplement que donc c'est les ventes aux particuliers, ça tu le sais sûrement. Ici on s'attend à un chiffre faible de moins 0,2%, donc on s'attend à un recul des ventes au détail. Il faut savoir que les ventes au détail sont mesurées en valeur nominale. Ça veut dire que, pour le dire le plus simplement possible, imaginons qu'on observe une hausse des ventes au détail de 1%. Ça peut être lié à deux choses. Soit les ventes au détail ont véritablement augmenté, auquel cas ben, c'est une bonne chose, enfin ça fait plus de ventes. Soit en fait les ventes n'ont pas nécessairement augmenté, mais le prix de vente a augmenté. Donc c'est ça que ça veut dire en valeur nominale. Ça veut dire qu'on va mesurer les ventes au détail en termes de dollars. On va regarder en dollars combien les gens ont dépensé, combien les particuliers ont dépensé en achetant des biens. Et mais la réalité c'est que tu peux dépenser plus pour deux raisons, soit parce que tu as acheté plus, soit parce que en fait le prix des biens et des services est plus élevé. Donc ça ne nous le dit pas vraiment, et il n'y a pas vraiment de mesure pour calculer les ventes au détail réelles, mais disons simplement ici que les ventes au détail risquent de sortir à la baisse. Je crois que je l'avais noté, je l'ai noté, attends, hein, je descends un peu. Attends, on va faire plus simple. Voilà. Voilà ici. Voilà ici. Donc, le consensus attend un recul des ventes au détail de 0,2% sur un mois en raison de la baisse des prix de l'essence et des ventes d'automobiles. Ça veut dire que non seulement les prix de l'essence diminuent, donc ça ne diminue pas nécessairement la quantité d'essence que les gens achètent, mais en tout cas ça diminue la valeur nominale de l'essence. Et les ventes d'automobiles ont diminué, donc ça diminue directement aussi la valeur des ventes au détail, non pas parce que le prix des automobiles a diminué, mais parce que les ventes d'automobiles ont diminué. Mais donc ces deux choses-là, en fait, qui sont des composantes qui ont un poids assez important dans le panier des ventes au détail, ben, pourraient du coup provoquer une baisse des ventes au détail, voire même un recul plus important que prévu, donc une surprise à la baisse. Okay, et puis donc ça soulignerait ça signalerait un ralentissement continu de la consommation des ménages, ce qui est nécessaire forcément pour pouvoir diminuer les taux d'intérêt en septembre. Donc ça c'est une première chose. On a aussi la production industrielle, bon je vais pas m'attarder là-dessus, mais du coup la production industrielle devrait aussi être faible, hein, puisqu'on a observé les enquêtes récentes, donc Paris SM, hein, tu vois sûrement ce que c'est, hein, le PMI, tu vois, bon là c'est des services, mais
PMI manufacturier, tu vois. Il a été assez faible, on a eu une surprise à la baisse. On a aussi les enquêtes régionales, donc c'est d'autres petites enquêtes secondaires, mais donc qui soulignent un peu un ralentissement de la production industrielle, un ralentissement du secteur manufacturier aux États-Unis. Donc par rapport à la hausse qu'on avait eue de 0,9%, ce qui est énorme, je vais te le montrer, mais si tu regardes voilà, sur un mois, la production industrielle, tu vois que tiens, 0,7. Et j'ai mis quoi? Je vais vérifier parce que sinon il faut que je corrige mon calendrier. Production industrielle 0,4, 0,9. Pourquoi ici c'est 0,9? C'est bizarre. Bref, mais bon, je vais te le montrer ici alors. Tu vois en fait qu'on a eu une explosion, quelque peu, si on veut, des ventes au détail, donc à un plus haut niveau qui n'avait plus été atteint depuis septembre 2023. Mais donc par rapport à ce niveau-là, forcément, on aurait des ventes au détail plus faibles. 0,4%, peut-être même moins, qui sait. On verra, mais donc ça pourrait... Enfin, c'est fort probable étant donné que le secteur manufacturier se porte pas hyper bien. En tout cas, c'est pas porté hyper bien ce dernier mois, donc en juin. Non, en juin aux États-Unis. Voilà. Ok. Et puis alors, donc ça j'ai dit, donc la réunion de politique monétaire de la BCE, il y aura pas vraiment de grand chose de nouveau, je pense. Hein, et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mais donc au niveau des données, c'est plus ou moins tout. Après, pour les données de second rang. Il y a l'indice Manufacturing Empire State, ça je l'ai dit. Les productions industrielles, ça je l'ai dit. Il y a le livre belge de la Fed. Pour t'en parler vaguement, le livre belge de la Fed, en gros, c'est enfin pas un livre, mais c'est une publication, c'est un rapport dans lequel, je pourrais te le montrer, je vais te montrer le dernier. C'est un rapport dans lequel, en fait, les membres de la Fed, donc le dernier c'était en mai, dans lequel les membres de la Fed en fait vont détailler la situation économique des États-Unis par district. Donc tu vois que c'est le résumé des commentaires sur la situation, enfin sur les conditions économiques actuelles par les différentes réserves fédérales, puisque tu le sais peut-être, mais la Fed, ce n'est pas... je vais te montrer un autre truc encore. Là, tout ce que je te montre, en fait, c'est toutes des ressources que tu peux utiliser et aller explorer par toi-même. Franchement, il y a... Ah, ils ont changé leur site. Mais moi je veux ça. En fait, la Fed, je vais essayer de te trouver le schéma. Il faut bien comprendre que c'est pas... ça, c'est la Fed en fait. C'est pas une banque, enfin si, c'est la banque centrale américaine, mais en fait c'est un système de réserve fédérale. Ça veut dire qu'il y a 12 banques fédérales aux États-Unis qui ensemble forment le système de la réserve fédérale. Puis alors tu as le FOMC, donc le comité, et puis alors tu as le... Board of Governors, je sais pas comment appeler ça, bref, les gouverneurs de la Fed, ok. Et c'est trois choses différentes. Enfin, non, tout ça c'est la Fed, mais du coup il faut bien comprendre qu'il y a une banque centrale, une banque de réserve par district, puisque les États-Unis ça ressemble à ça. Ok, donc tu as 12 districts, donc tu as une banque à Boston, New York, Philadelphie, Washington, blablabla, San Francisco, Washington, Richmond, etc. Et donc chaque banque a chaque district a une banque de la réserve fédérale qui du coup veille sur le district, enfin elle a tout un tas de fonctions. Mais donc ici ça c'est un résumé des commentaires de justement chaque banque. Et donc tu vois, voilà, tu as la banque de Boston, New York, Philadelphie, Cleveland, etc. Et puis alors tu as un résumé national qui est écrit et qui détaille la situation de l'économie, enfin l'activité économique, le marché du travail, les prix, et puis alors donc ça c'est des mini résumés par district. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'est notamment sur base de ce document-là que la Fed va réaliser ses prochaines décisions de politique monétaire. Donc, formulé autrement, là, le Beige Book qui sort le 17 juillet, et bien le 31 juillet, quand la Fed va se réunir pour prendre sa décision de politique monétaire, pendant 2 jours, ils vont débattre de « Ah tiens, comment est l'économie, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, etc. » Et ils utilisent notamment ce document-là comme base de travail, pas que, bien évidemment, ils utilisent plein de documents, mais pas ce document-là, pardon, celui-là. Ils utilisent notamment ce document-là, donc le Beige Book, pour évaluer la situation économique actuelle et prendre des décisions éclairées en lien avec ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'est pour le Beige Book, mini parenthèse. C'est pas vraiment une publication qui impacte directement les marchés, parce que c'est pas comme si c'était un chiffre, tu vois, c'est beaucoup de commentaires, c'est plutôt pour avoir une vue globale de l'environnement macro aux États-Unis, et donc tu peux pas vraiment trader ce truc-là. Mais c'est quand même important de le consulter pour voir quelle est l'évaluation actuelle des membres de la Fed. Donc voilà, après je continue. Il y a l'indice économique ZEW, ça je pense que tu sais ce que c'est, donc c'est juste un indice pondéré qui donne le sentiment économique d'une région. Ici on va regarder celui de l'Allemagne. Et puis c'est tout. Bref, donc là tu as eu énormément d'infos, énormément de petits tips, énormément de conseils. Je t'ai montré des ressources, etc. Je vais juste conclure avec
Du coup, ma vision pour cette semaine sur les marchés. Donc, j'ai mis ce qui est sûr, c'est que l'euro ouvrira plus bas ce lundi à cause de la tentative d'assassinat de Donald Trump. J'avais vu un chouette article d'ailleurs à ce propos. Mais donc, disons simplement que le renforcement de la probabilité que Trump gagne les élections, du coup, est bullish pour le dollar. Et donc, du coup, devrait augmenter les trades qui vont dans ce sens. Dont j'ai déjà parlé. Donc j'ai mis que la devise devrait rester offerte jusqu'aux publications des ventes au détail et de la production industrielle. Okay. Il faut voir dans quelle mesure Powell est dovish dans son discours de lundi. Mais de façon générale, en fait, une chute de l'euro vers 1,08 1,0850. Donc en fait, c'est... je vais te remettre le graphe. Mais, bam... 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 Voilà. Donc globalement... c'est cette zone-là. Okay. Donc une chute de l'euro vers cette zone-là est très probable. En tout cas, je vois pas dans quelle mesure l'euro pourrait s'apprécier là à court terme vers 1,10. Donc une chute de l'euro vers 1,0850 est probable. Par contre, après, aux alentours du niveau 1,08, il s'agira de voir parce que l'euro fait... Alors on a plusieurs scénarios possibles. Bon, j'en ai noté quelques-uns, il y en a d'autres bien évidemment. Mais donc, si la situation politique des États-Unis l'emporte, ou que les données américaines sont plus solides que prévu, l'euro pourrait chuter sous 1,08$. Donc ça c'est logique. Okay. Et alors on pourrait avoir un retracement encore plus conséquent, je sais pas moi, jusqu'à 1,0740 ou enfin bref. Si maintenant les tensions politiques s'estompent, okay, et que les données américaines sont faibles, l'euro devrait se maintenir au-dessus de 1,08$. Okay. Et alors c'est aussi intéressant de prendre en compte Christine Lagarde. Donc si maintenant Christine Lagarde s'inquiète de la stagnation récente de l'inflation de base, donc si tu prends l'inflation de base en zone euro, tu vois qu'elle a ralenti de 2,7-2,5%, mais que globalement elle reste autour de 2,4-2,6%. Ça fait 5 mois qu'elle est dans cette fourchette-là. Et si tu prends l'inflation core, donc sous-jacente, qui exclut les biens de l'alimentation et de l'énergie, elle stagne à 2,9%, et c'est même pas son plus bas. Donc elle stagne à 2,9%. Donc ça aussi, ça va être intéressant de voir ce que Christine Lagarde dit par rapport à ça. Donc voilà, donc si Christine Lagarde s'inquiète de la stagnation récente de l'inflation de base, cela pourrait soutenir davantage l'euro. On a fait le tour. La vidéo est sûrement extrêmement longue, elle dure probablement 1 heure, mais bref, si tu veux lire en détail les prévisions économiques pour la semaine, n'hésite pas à rejoindre la communauté, le lien est dans la description. C'est gratuit, j'accepte tout le monde. Enfin, à quelques détails près, mais normalement j'accepte tout le monde. Et puis j'espère que la vidéo t'a plu. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo.